Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être ici, dans cette belle maison de la chimie. J'essaie d'ailleurs de vous montrer que la chimie a une place très très importante dans ce domaine du recyclage. Donc je vais essayer d'introduire cette journée. Alors je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails que j'aurais aimé aborder avec vous sur cette problématique du recyclage et puis ce que l'on fait et comment la communauté scientifique se mobilise et travaille sur ces problématiques de recyclage, de recyclabilité et de réutilisation en fait des matières. Et comment est-ce qu'on contribue à cette question? Et le rôle du scientifique que je suis et des scientifiques en général, c'est d'objectiver ce domaine, d'apporter de la science, d'apporter des solutions. Et puis ensuite, il y a des politiques publiques ou autres qui doivent s'emparer de ces travaux pour pouvoir les mettre en place pour organiser la société, puisqu'on va voir, je vais essayer de vous montrer que la problématique du recyclage, c'est une problématique très systémique, en fait, et qu'il faut considérer réellement un ensemble de choses et pas seulement avoir des visions très parcellaires des choses. Donc la première chose, c'est que je vais essayer de vous introduire la problématique du recyclage à travers les 5 grands matériaux, vous allez voir, qui concernent le programme qui nous a été confié au CNRS sur le recyclage, la recyclabilité et la réutilisation des matières dans le cadre de France 2030, donc un grand programme qui est attaché à une stratégie d'accélération qui apporte le même nom, donc sur le recyclage. Alors, je vais dans les 5 grandes classes de matériaux. La première des classes, c'est les métaux stratégiques. Les métaux stratégiques, alors on peut définir les métaux stratégiques plus ou moins différemment suivant le périmètre que l'on prend, mais je vous rapporte ici le tableau périodique que vous connaissez tous, et en particulier, donc, vous voyez ce tableau périodique est issu des travaux du BRGM et vous montre en fait le BRGM, donc le Bureau des recherches géologiques et minières en France, qui est un organisme d'État travaillant sur ces domaines. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, dans le tableau périodique, je fais une bêtise, j'ai fait une grosse bêtise parce que voilà, très bien. Donc vous voyez dans ce tableau périodique, avec le code couleur, que vous voyez que des éléments, peu d'éléments sont aujourd'hui recyclés, réutilisés en termes de matériaux. Un élément que l'on connaît et dont on parle beaucoup, c'est le lithium. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes à des taux de recyclage du lithium qui sont extrêmement faibles, alors que nous avons en fait des gisements très importants, des gisements qui sont traditionnellement dans le domaine des déchets de l'électronique et de l'électroménager. Ça, on les connaît depuis longtemps. Il y a des filières industrielles déjà organisées là-dessus. Mais on voit arriver aussi énormément de gisements beaucoup plus diffus autour de ce qu'on appelle l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets, tous ces petits objets connectés que nous avons tous. La plastronique, c'est-à-dire, encore une fois, tous ces objets qui sont liés aussi à l'Internet des objets, pour certains, et qui sont diffusés de manière extrêmement importante, avec des quantités faibles, et puis des matériaux qui sont en fait en mélange. Ça, c'est une vraie problématique du recyclage, c'est-à-dire qu'on n'a souvent pas affaire à un monomatériau, mais à un produit qui contient plusieurs matériaux, et qu'il faut démanteler avant de considérer le matériau eux-mêmes. Un nouveau gisement, c'est celui aussi des nouvelles technologies de l'énergie. C'est l'éolien, c'est le photovoltaïque, on va en entendre parler, avec, par exemple, dans les éoliennes, des éléments, dans les rotors, etc., des aimants, des terres rares qui sont présentes dans le photovoltaïque, dans l'hydrogène, dans une pile, on utilise des nanoparticules de platine, donc il y a des faibles quantités, mais des éléments qui sont très importants. Et puis, bien entendu, le domaine des batteries. Donc, vous voyez qu'ici, on a vraiment affaire à un domaine qui est extrêmement important, qui est à considérer dans le futur, avec une source de gisements qui sont très divers. Deuxième type de matériaux sur lesquels la stratégie nationale a demandé à ce qu'on mobilise des travaux de recherche, c'est celui des composites. Alors, les composites, on les connaît depuis longtemps dans le domaine maritime, en fait, dans les bateaux, dans le nautisme,
Mais en fait, on voit qu'on a dans le domaine des composites, même si on pense tout de suite aussi à l'aéronautique, au spatial, mais qui représentent des quantités relativement faibles à l'échelle mondiale, on a ici vous avez l'implantation des éoliennes prévues dans le monde, avec aujourd'hui le recyclage qui va arriver, qui commence à arriver, des pales d'éoliennes typiquement, ou des mâts d'éoliennes, avec aujourd'hui des solutions, en fait très peu de solutions, et des solutions qui sont des solutions les plus mauvaises, on peut dire, qui sont celles de l'enfouissement. Et aujourd'hui, donc, vraiment à travailler là-dessus. Les matériaux composites, c'est typiquement des objets compliqués, puisqu'on a affaire, par nature, à l'association de au moins deux types de matériaux, des fibres, une matrice polymère ou autre. Le troisième type de gisement important, c'est celui des textiles. Les textiles, c'est assez, j'allais dire, catastrophique. Aujourd'hui, le textile, c'est un domaine où on a en fait extrêmement peu de circularité et où la plupart des textiles, vous voyez 73%, vont en décharge ou sont incinérés. Généralement, on les envoie en plus ailleurs, comme dans nos pays européens. Extrêmement peu de ces matériaux, finalement, des matériaux qui constituent le textile, qui sont des polymères, finalement, sont réutilisés en tant que matériaux pour faire des textiles ou pour faire autre chose. Et là, on a vraiment un challenge très important, où là aussi, comme pour les autres précédents matériaux, on a des challenges de chimie, en fait, pour arriver à extraire, à purifier, à décolorer, etc., ces matériaux. Le troisième quatrième, je ne sais plus où j'en suis, le type de matériaux auquel on nous a demandé de nous intéresser, c'est les papiers cartons. Alors vous allez me dire, les papiers cartons, aujourd'hui, c'est un recyclage qui est important. On recycle à peu près 80% des papiers cartons. Sauf que, donc, ce que l'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du downcycling, c'est-à-dire que la réutilisation du papier carton est faite dans des utilisations qui sont de moindre valeur que celles qu'on avait au départ. Et donc on fait toujours des choses où on est obligé de ramener des fibres nouvelles et donc de ramener de la matière vierge. Et donc tout finit, j'allais dire, en papier toilette ou en sopalin, pour citer une marque en fait. Et donc il y a un vrai challenge là-dessus. C'est très compliqué le papier, c'est une industrie et c'est des procédés qui sont extrêmement impactants au niveau de la production du papier, mais aussi du recyclage du papier. Son blanchiment, son désancrage, etc., sont des procédés qui sont très impactants et sur lesquels il faut travailler pour réduire cet impact environnemental en particulier, utilisation d'eau, utilisation de solvants, etc., etc. Et en plus, le papier est quelque chose où on a des investissements industriels qui sont très importants. Ça ne peut pas se faire dans un garage, hein. Donc on a de forts investissements initiaux, ce qu'on appelle donc les CAPEX, c'est-à-dire la mobilisation de finances au départ pour construire des usines, et puis des coûts opérationnels aussi qui sont très importants, parce que ce sont des installations qui sont très lourdes. Et donc là, il y a vraiment à travailler sur faire que de la réutilisation du papier, on puisse faire autre chose que ce fameux downcycling. Puis enfin, un des derniers, le dernier type de matériau qui est le plus important, j'ai un grand tas de bouteilles à côté de moi, vous avez un décor qui en est fait, c'est les plastiques, c'est les polymères. Je préfère appeler polymères parce que moi je suis un scientifique travaillant sur les polymères sur toute ma carrière. Les polymères, je vais y revenir de manière plus précise, mais en fait les polymères aujourd'hui, on commence pour certains à les recycler, je vais vous montrer des exemples, mais on en a encore trop qui se retrouvent dans l'environnement sous forme de nano, micro-plastiques, ça on pourra en reparler, et puis on en met encore trop en décharge, etc., avec une problématique qui est très importante, puisqu'en fait les polymères, vous en avez tous autour de vous, on est habillé en polymère, on vit polymère en fait dans notre vie quotidienne, et là il y a énormément à faire, et je vais y revenir.
Typiquement, les polymères, pour vous donner un exemple, ici vous avez une courbe intéressante qui est issue de Plastique Europe, qui chaque année ressort les statistiques sur les polymères. Vous voyez qu'en Europe, aujourd'hui, on recycle à peu près 30 à 40% des plastiques. On en brûle une quarantaine de pourcents et le reste, on le met encore en décharge. La France est ici au milieu, alors je ne sais plus où elle est ici, où vous voyez on a encore un taux de recyclage qui est trop faible par rapport à la mise en décharge en particulier. C'est intéressant de voir ça, on pourrait y revenir si vous avez des questions sur l'utilisation en fait des plastiques dans les pays du Nord en particulier pour produire de l'énergie. Et bien entendu, ils sont vertueux au sens où eux, ils mettent moins en décharge que les pays du Sud. Mais c'est une question importante et une question difficile, parce que celui de l'incinération, c'est un débat qui est un débat lourd en France. Tout cela pose la problématique sur ces 5 classes de matériaux, mais on pourrait classer, on va entendre parler du verre, etc., de la circularité, en fait. Et l'objectif est réellement de boucler la circularité, c'est-à-dire d'avoir un minimum de prélèvements sur les ressources, qu'elles soient d'ailleurs fossiles ou qu'elles soient renouvelables, donc issues de la biomasse en particulier, et qu'on puisse, dans tout le cycle qui est depuis sa fabrication jusqu'à sa mise en œuvre, la fabrication de produits, etc., qu'elles soient de n'importe quel type de matériaux, on puisse revenir avec le minimum en fait d'impact et le minimum d'entrants aussi, en particulier d'énergie, etc., là-dessus. Donc les problématiques d'économie circulaire, je voudrais dire que le recyclage, qui est le thème d'aujourd'hui, c'est une des solutions en fait. C'est pas la seule solution. La première, c'est de reconcevoir des matériaux, et l'alchimiste a un rôle très important, c'est celui de travailler sur les ressources qu'on utilise pour faire des matériaux, qu'ils soient polymères ou que ce soit des matériaux composites, etc., de s'intéresser aux étapes de fin de vie, d'intégrer tout le cycle de vie. Donc ça, c'est une des solutions à l'économie circulaire. La deuxième solution, c'est de repenser aussi les procédés de formulation, de mise en forme de ces matériaux, qui soient plus économes en énergie, qui n'utilisent pas par exemple de solvants. Là aussi, le chimiste a beaucoup à faire. Travailler sur l'assemblage, je vous ai dit, un des matériaux que vous avez autour de vous, les objets que vous avez souvent autour de vous, ce sont des objets multimatériaux. J'ai vu qu'on distribuait ces briques pour l'eau. Ici, c'est un produit complexe, un bouchon qui est fait d'une certaine matière, probablement du polypropylène ou du polyéthylène, un corps au-dessus en polyéthylène, du papier, du carton, et du papier carton, de l'aluminium et d'un autre polymère pour emballer tout cela pour que ça soit étanche. Donc on voit que ce n'est pas une problématique d'un matériau proprement dit, mais c'est une problématique produit. Troisième aspect sur lequel on peut travailler pour avoir une meilleure circularité, c'est de repenser aussi les usages, c'est-à-dire d'intégrer des fonctionnalités. Par exemple, dans cet objet qui est un objet où on vient donc utiliser du papier carton avec un polymère pour garantir l'étanchéité, de l'aluminium pour garantir l'imperméabilité, on peut essayer de travailler sur un monomatériau qui va en fait intégrer ces 3 fonctions plutôt que d'associer 3 matériaux qui seront difficiles à démanteler par la suite. La quatrième chose, c'est d'essayer de travailler aussi sur la durabilité, c'est-à-dire, et la durabilité, c'est éventuellement aussi la capacité des matériaux et des objets de s'auto-réparer, de s'auto-réparer ou se réparer sous un stimuli extérieur, un changement de température, la lumière, etc. Et beaucoup de choses sont faites actuellement là-dessus. Et puis enfin, et c'est là que le recyclage intervient, c'est de pouvoir garantir la circularité et de pouvoir réutiliser les matériaux, soit sur leur forme initiale, soit sous une autre forme. Le textile, typiquement, on récupère le polymère qui sert le polyester, ou voire le coton en fait qu'on a, et puis on vient en refaire un textile, ou on revient en faire une chaise ou un autre objet. Donc le recyclage, ce n'est qu'une des solutions.
Alors on nous a demandé justement, et ça je porte ici ma casquette de pilote d'un projet donc, national lancé pour les 6 années à venir, et qui a été confié au CNRS par donc France 2030, qui est autour du recyclage, de la recyclabilité, de la réutilisation des matières, et on a mobilisé finalement la communauté scientifique pour répondre à ça. Il y a beaucoup de travaux qui étaient faits, qui sont faits, et qui ne sont pas en fait coordonnés. On voit pas, on a toujours l'impression que les chercheurs sont hors du monde et travaillent sur des choses qui ne sont pas connectées aux grands enjeux de société, et c'est un des grands enjeux, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, donc on nous a demandé de coordonner cela. Dans le cadre donc d'une stratégie d'accélération, vous avez entendu parler d'autres stratégies d'accélération, celles sur l'hydrogène, sur les batteries, sur le calcul quantique, les technologies quantiques, etc., etc. Et donc le recyclage, la recyclabilité, la réutilisation des matières, c'est un grand programme national qui a été lancé, enfin une grande stratégie nationale, avec des budgets de l'ordre de 1 milliard, un peu plus d'1 milliard, qui sont consacrés à cela. Et dans ce milliard, quelques dizaines de millions pour un programme de recherche là-dessus. Ce programme de recherche, en fait, il fait partie de cette stratégie, donc s'intéressant aux matériaux que je vous ai présentés et couplé avec d'autres actions comme celle, puisqu'on a aussi des élèves, sur les formations nécessaires aussi, donc des programmes autour des formations nécessaires pour développer ces stratégies. Et puis, bien entendu, la montée en gamme pour aller jusqu'au déploiement industriel et vraiment offrir des solutions qui soient... Donc les chercheurs sont mobilisés sur ce domaine. Et donc, ce qu'on nous a demandé de faire, c'est de produire de la science, et c'est ça le travail des chercheurs, des scientifiques, c'est de produire des connaissances. Ces connaissances, elles sont nécessaires avant de passer à l'innovation, avant de passer au déploiement industriel. Il faut accumuler de la connaissance sur les grandes... Bien entendu, il y a une vocation applicative forte, mais il y a des vraies questions scientifiques qui sont cachées dessous. Et c'est ça qui est intéressant. Et il faut pas... C'est un bel exemple pour ne pas opposer la recherche fondamentale à la recherche dite appliquée, en fait, là-dessus. Il y a des vraies questions qui peuvent être apportées par des questions technologiques comme celle-ci. Donc, c'est apporter des connaissances et puis mobiliser les chercheurs là-dessus. Et rendre visible, finalement, la grande capacité que l'on a en France de travailler sur ces problématiques de recyclage, de circularité, etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé, en fait, 80 laboratoires quasiment aujourd'hui, à terme peut-être le double, autour des 5 grandes classes de matériaux, en mobilisant les sciences qui sont les sciences de cœur, en fait, les sciences de la matière, la chimie, la physique, l'ingénierie, etc., autour de ces 5 grandes classes de matériaux, avec des choses qui sont différentes. Recycler des plastiques, c'est pas la même chose que c'est des procédés chimiques qui sont différents de ceux de l'hydrométallurgie, par exemple, pour les métaux stratégiques, ou des chimies mobilisables ou de la physique mobilisable pour les papiers cartons. Donc, les 5 grandes classes de matériaux. Et c'est ça qui est important, et c'est vraiment un message aujourd'hui, c'est que la problématique du recyclage, c'est pas une problématique strictement des chimistes. Je suis désolé de dire ça dans la maison de la chimie, mais c'est pas que cela. Il faut considérer les choses dans un système. Il faut avoir une vision qu'on appelle holistique, en fait, de la problématique du recyclage. Le recyclage, c'est aussi des problématiques de comment identifier les matériaux sur une chaîne de tri, comment les séparer. Donc, c'est des problématiques de spectroscopie, de robotique, etc., de numérique. C'est des problématiques aussi de toxicologie, vous allez le voir après, j'ai un petit exemple là-dessus, mais c'est quels sont les polluants présents sur les déchets que l'on collecte, quels sont les polluants ou les produits que l'on va former pendant les étapes de recyclage. Donc c'est de la toxicologie, c'est du numérique, c'est de la robotique, c'est plein de choses. C'est aussi regarder le cycle de vie, c'est-à-dire s'intéresser à l'ensemble du cycle, pas le cycle du matériau, mais le cycle du produit, en fait, de l'objet. Chaque objet a une histoire différente, a une justification différente,
etc. C'est aussi des problématiques économiques. Est-ce qu'on a des flux? Est-ce qu'on a des gisements? Où sont les déchets? Où sont les choses à recycler? Des éoliennes, il n'y en a pas dans tous les coins de rue. Il faut aller chercher les pales ici et là. Donc, je vous ai parlé aussi des piles à combustible, donc de l'hydrogène. C'est quelques pouillèmes de platine dans chacun des objets. Donc, où sont les gisements? Quelles sont les quantités, etc. C'est très important d'avoir ces outils d'analyse. C'est des problématiques de normalisation aussi. Aujourd'hui, on a des lois ou des normes qui arrivent et qui poussent en fait à s'interroger sur certains usages, sur certaines capacités d'organiser le recyclage. C'est aussi des problématiques de sociologie, de perception du citoyen, d'acceptabilité, etc. Êtes-vous apte, capable, etc., de trier, de séparer les objets? Vous avez tous ces questions-là quand vous êtes en face de vos 5 poubelles avec toutes les couleurs, à vous dire dans laquelle il faut mettre les choses. Donc on voit bien que, et puis quand on met en place une politique publique, quels sont ses effets? C'est vraiment des problématiques globales. Et donc on a mobilisé des scientifiques qui sont des chimistes, donc qui fréquentent cette maison, mais aussi des physiciens, mais aussi des ingénieurs, mais aussi des économistes, mais aussi des sociologues, et aussi des spécialistes du droit, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est parti pour 6 ans, travaillant dans les différentes classes de matériaux. Et puis, je vous ai expliqué que ce n'est pas une problématique strictement de matériaux, c'est une problématique produit aussi. Et que souvent, on a des objets qui sont des objets multimatériaux, complexes, sur lesquels, avant de travailler sur le matériau, il faut travailler sur le démantèlement de l'objet pour avoir en fait la séparation des matériaux. Donc on a décidé de s'intéresser avec des projets dits transverses aux problématiques des batteries, aux problématiques des nouvelles technologies de l'énergie, aux D3E, sur les équipements électriques, électroniques, et puis les déchets ménagers. On ne traite pas le verre, on en parlera cet après-midi. Et puis on a décidé de mobiliser les chercheurs, qui sont les chercheurs des sciences humaines et sociales, sur cette problématique particulière, en les intégrant là-dessus et en les faisant travailler avec les sciences dites dures, que sont par exemple la chimie ou la physique. Donc c'est quelque chose que vous pouvez suivre notre actualité avec un fil aujourd'hui Twitter, enfin X, parce qu'on n'a pas encore le site web qui est impliqué. Alors simplement quelques mots sur les polymères. Les polymères, en fait, je voudrais vous donner des grandes lignes pour vous montrer à la fois la complexité, mais les solutions qu'on peut apporter aussi. Si on regarde les polymères, en fait, les polymères, ça c'est la courbe c'est la croissance. Nous sommes ici à peu près. Hein. On voit qu'on n'est pas parti pour réduire les choses. Aujourd'hui, c'est 450 millions de tonnes de polymères qui sont produites chaque année. Et ce qui est intéressant de voir, on a des pays qui sont dans... L'Europe n'est pas dans la forte croissance, la forte utilisation, mais on a des pays comme la Chine ou les pays asiatiques qui sont vraiment dans des expansions très importantes d'utilisation des polymères. Et ce que je voudrais insister, c'est que les polymères, on en a plein de polymères en fait, parce qu'on a réussi à designer des polymères par la chimie justement pour chaque usage. Donc on a une très très grande richesse, mais quand on regarde en fait ce qui est produit et utilisé, c'est très peu de polymères en fait qu'on a autour de nous. C'est des polyoléfines, donc les polyéthylènes, les polypropylènes, c'est les matériaux dont je parlais tout à l'heure, c'est le polystyrène, et c'est un peu le PVC, et puis le PET, le polyéthylène terephthalate. Donc, quand on regarde les utilisations, on voit que c'est le packaging en fait. C'est l'emballage. Et l'emballage avec des matériaux qui sont des matériaux ordinaires, j'allais dire, des polymères ordinaires de grande diffusion, ce qu'on appelle des polymères de commodité. Et donc, vous voyez que, par exemple, aujourd'hui, le PVC, on ne l'utilise plus pour l'emballage. C'était les bouteilles avant qui faisaient les fumées acides dans les incinérateurs. On l'utilise pour le bâtiment, c'est les fenêtres, c'est les tubes, c'est les goulottes électriques. Et puis, on voit donc qu'on a des polyoléphines et puis le PET, qui est celui des bouteilles qui sont dans le sac ici, en fait.
Et vous voyez que c'est très très peu de polymères, et c'est les polymères en fait qui sont les polymères ordinaires. Le polyéthylène, tout le monde sait ce que c'est chimiquement, CH2, CH2, N fois. Le polypropylène, c'est presque la même chose. Et en fait, c'est les polymères les plus simples qui sont les plus compliqués à recycler. En fait. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Et donc aujourd'hui, alors ça, le chiffre est plus juste, donc aux alentours de 400 millions de tonnes, on voit qu'on en a très peu. La plupart des polymères sont des polymères issus des ressources fossiles et sont des polymères, et très peu sont issus du recyclage. Et très peu, donc très peu c'est ça, et puis encore moins qui sont issus de bioressources, pour des questions aujourd'hui qui sont des questions d'être capable de faire des polymères qui ont les mêmes capacités que les autres, que les mêmes propriétés que ceux qui sont pétrosourcés pour répondre aux propriétés, mais qui en plus ont des coûts qui sont compatibles avec les utilisations que je viens de montrer. Et vous retrouvez ici donc la proportion, vous voyez que les polyoléphines dont je parle, en fait, sont une grande partie des polymères qui sont utilisés. Le polystyrène, on le retrouve dans le packaging, mais on le retrouve aussi dans, bien entendu, E, ça veut dire expansé, on le retrouve dans le bâtiment. Et puis le PET qui représente 6%. Donc on voit cela. Et donc les polymères, ce dont je vais vous parler, c'est le côté recyclage. Et ce recyclage, en fait, il vient en fait remettre en cause la vision que l'on a de l'économie jusqu'à présent, qui était une économie qu'on appelle linéaire, depuis la production, depuis la production jusqu'à la fin de vie, avec des émissions de CO2 et pas de circularité, c'est-à-dire qu'on ne repense pas le bouclage ici. Alors que l'économie circulaire, elle se pense en fait justement en circularité, donc en réutilisation de la matière, et avec le minimum de sortie de cette circularité, de mise en décharge ou d'incinération, et le minimum d'entrant aussi, énergie, solvants, etc., composés supplémentaires pour pouvoir boucler les choses. Alors dans les polymères, en fait, il y a plusieurs manières de recycler les choses. La première des manières, c'est de faire avec certains polymères, de pouvoir en fait les recycler qu'on appelle mécaniquement. Si je prends du polyéthylène ou du polypropylène, c'est des polymères qu'on dit thermoplastiques qui vont être capables en température de s'écouler en fait, puisqu'ils ne sont pas réticulés, les chaînes ne sont pas liées chimiquement, et donc on a la capacité donc de les reformer sur d'autres formes. C'est ce qu'on appelle le recyclage mécanique. On peut aussi, s'ils ne sont pas réticulés, on peut aussi les dissoudre, en fait, les dissoudre dans un solvant pour ensuite les purifier. Ça, c'est des choses où le polymère, on n'y touche pas, quoi, en fait. On le garde tel qu'il est fait. Et puis la deuxième solution, qui est une solution, en fait, aujourd'hui, qui se développe, vous allez le voir pour certaines raisons, parce qu'on va vouloir récupérer des polymères avec des matériaux avec une pureté qui garantit leur utilisation. Par exemple, dans l'emballage, le contact avec l'aliment, on va être obligé de débobiner notre polymère et faire ce qu'on appelle du recyclage chimique, c'est-à-dire qu'on va dépolymériser notre polymère ou le décomposer pour arriver à des composants de base qui vont nous permettre éventuellement de refaire des polymères. Et si on n'est pas capable de le faire, d'aller dans le circuit de l'énergie. Et donc, en fait, dans les polymères, je n'aurai pas le temps de tout détailler, mais on a énormément en fait, de voies possibles qui sont ouvertes pour le recyclage. Et souvent, elles peuvent être aussi en compétition. Et c'est là aussi qu'il faut prendre en compte l'aspect systémique. Il peut y avoir des contraintes qui sont des contraintes économiques, il peut y avoir des contraintes techniques, il peut y avoir des contraintes de réalité de gisement pour pouvoir développer des filières de recyclage, etc. Et donc, parmi celles-ci, aujourd'hui, les gens travaillent à différentes solutions. Une des solutions, c'est la pyrolyse, c'est-à-dire aujourd'hui, on dit que l'on utilise à peu près 6 à 7% du pétrole pour faire des plastiques. Donc, il faut avoir cette réalité-là. Le reste, c'est l'énergie, c'est le transport. Hein. Ça nous sert à nous chauffer, à nous déplacer. Donc c'est 6%, alors on peut rajouter un peu plus parce qu'il faut les produire, il faut de l'énergie pour les produire, mais on est dans cet ordre de grandeur. Et une question qui existe depuis 40 ans, parce que moi j'ai retrouvé des articles là-dessus,
où on se dit, mais est-ce qu'on ne va pas le remettre dans le circuit de l'énergie? Ces pourcents que l'on a en fait pris au pétrole de départ, est-ce que c'est vraiment intéressant de remettre de l'énergie pour réutiliser ces matériaux? Donc c'est une vraie question. La pyrolyse en tout cas, va un peu dans ce sens, où on peut pyrolyser. Pyrolyser, c'est traiter en température, de façon à décomposer la matière. On peut la décomposer, quand c'est possible, pour retrouver le monomère de départ et refaire le polymère. Mais on peut aussi le réutiliser pour avoir des huiles ou des gaz, etc., qui vont nous servir à faire de l'énergie. Et c'est souvent, justement, avec, je ne veux pas insister là-dessus, mais avec des polymères qui sont compliqués, le polyéthylène, le polypropylène, qu'on va devoir s'intéresser à cette solution de pyrolyse, parce que le retour au monomère est extrêmement difficile, en fait. Ils n'ont pas été faits pour être dépolymérisés, ces polymères. Ils sont trop bons, quoi, en fait, finalement. Et même s'ils sont extrêmement simples. Donc revenir à l'éthylène ou au propylène pour le polyéthylène et le polypropylène, c'est extrêmement compliqué. Donc on peut le faire. Pour certains autres polymères, on peut donc utiliser des procédés donc, de chimie, en fait, donc de dépolymérisation, alors qu'on peut séparer en dépolymérisation tout court ou en des procédés de ce qu'on appelle de solvolyse. Je vais essayer de rapidement vous expliquer ça. Donc, en fait, par exemple, on a un polymère qui marche bien, c'est le PMMA, par exemple, le polyméthylmétacrylate, que vous connaissez un peu sur le plexiglas, en fait, même si ce n'est pas tout à fait du PMMA, il y a d'autres choses dedans. Mais donc le PMMA, par exemple, c'est un polymère qui se débobine assez facilement en température et sur lequel on va pouvoir retrouver le MMA, en fait, donc le monomère, le méthylmétacrylate, qui est le monomère de départ, avec des rendements qui, vous le voyez, sont très très bons. Donc en fait, ce polymère, si on sait le trier, si on sait le séparer, on peut avoir complètement sa circularité avec la possibilité donc de revenir au monomère. Le polystyrène est un petit peu aussi dans la même famille. Je ne vais pas avoir le temps. Donc le polystyrène, typiquement, on peut aller jusqu'à 65% de... Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont poussées pour aller vers le recyclage chimique. Je vous montrerai tout à l'heure les choses sur le polyéthylène terephthalate. C'est quelque chose Même le polyéthylène, on essaye de le débobiner aussi. Et là, il y a du vrai travail de fond sur la catalyse, sur la chimie catalyse. Je ne veux pas détailler ça parce que c'est assez compliqué. C'est un polymère extrêmement simple, le polyéthylène, mais extrêmement compliqué, ou le polypropylène, mais extrêmement compliqué à revenir. Je vais prendre un exemple, c'est le polyéthylène terephthalate, celui qui est donc dans le sac ici. J'ai eu peur d'appuyer sur un bouton. Et donc, le polyéthylène terephthalate, c'est celui des bouteilles, c'est celui des tissus aussi, des textiles, les polyesters, où en fait, on peut déployer finalement toutes les différentes voies. C'est à la fois la voie mécanique et la voie donc mécanique refonte, et on refait un matériau, et la voie, on en refait un objet, et puis la voie où on dépolymérise, on fait la voie chimique. C'est quelque chose qui marche bien parce qu'on a mis en place aussi, et là c'est là qu'on voit l'aspect économique, logistique, etc. On a mis aussi en place des circuits de collecte de ces bouteilles, et on sait en fait les collecter et du coup avoir un gisement qui permet de travailler dessus. Donc si on prend le recyclage chimique, en fait on peut utiliser, je me suis fait plaisir en mettant quelques formules quand même, on peut utiliser différents milieux, différentes catalyses, etc. pour arriver à dépolymériser et revenir en fait à des monomères qui vont nous permettre de refaire du PET. Ça, c'est quelque chose qui se développe avec des implantations d'ailleurs industrielles maintenant qui existent dans ce domaine et qui se déploient et qui marchent bien. On peut aussi, tout cela se fait, vous l'avez vu, avec des milieux qui sont des milieux solvants, avec du méthanol, etc., des amines et autres, mais on peut le faire aussi en masse, et c'est là qu'on a du travail, c'est ce qui participe à la circularité. C'est que par exemple, on peut le faire en température dans une extrudeuse, c'est-à-dire dans un réacteur continu, à haute température, sans solvant. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont dans le sens de la circularité, de l'économie de matière, de moyens, etc., d'énergie. Et puis on peut utiliser les enzymes aussi. En fait, les enzymes, quand on travaille sur des souches enzymatiques qui sont intéressantes, on peut débobiner, en fait, on peut commander les enzymes
pour venir dépolymériser nos polymères. Et le PET, c'est un premier exemple, c'est un exemple, et c'est une belle réussite française en plus, avec quelque chose qui est issu de la recherche publique en plus. C'est pour ça que c'est un laboratoire de l'INRAE et de l'INSA de Toulouse, un laboratoire du CNRS aussi, qui a donné lieu à la société Carbios, qui est une société qui en fait fait à l'échelle désormais industrielle de la dépolymérisation du PET, des textiles, des bouteilles, etc., à travers des souches enzymatiques. Et beaucoup de travaux aujourd'hui sont faits pour développer des souches enzymatiques qui vont permettre d'aller manger, j'allais dire, des polymères autres que les polyesters qui, par leur fonction ester, sont sensibles, finalement, assez facilement débobinables, pour aller vers des polymères difficiles comme le polyéthylène ou le polypropylène. Et puis enfin, on peut utiliser le recyclage mécanique. Le recyclage mécanique, c'est quelque chose qui, dans le PET, se fait assez facilement. Les bouteilles que vous apportez, elles vont généralement dans un recyclage mécanique. Qu'est-ce qu'on fait? On les nettoie, ce qui n'est pas trivial de nettoyer, et qui, du coup, a un impact très très fort. L'eau, et le traitement de l'eau, c'est quelque chose de fort impactant. On fait ce qu'on appelle des paillettes, et ces paillettes, on les met dans une extrudeuse, donc on les passe en fondu. Et quand on fait un fondu, c'est là que il y a même de la chimie là, qui se fait. On parle de recyclage mécanique, mais c'est un recyclage chimique. Parce que quand on passe en température un polymère, ce sont des êtres sensibles, et la fonction ester est une fonction sensible qui se défait. Et donc mon polymère, il était long au départ, il avait des propriétés apportées par sa masse molaire, et là maintenant on a des masses molaires beaucoup plus courtes qui ne permettent plus d'être utilisées directement. Donc on est obligé de refaire de la chimie un petit peu, c'est-à-dire de prendre les granulés, de les mettre dans un réacteur, une espèce de saladier, sous vide en température pendant un temps long, pour remonter la masse molaire, pour pouvoir refaire un polymère qui va être réutilisable pour faire des fibres, pour faire des textiles, ou refaire des préformes pour remettre dans le circuit de... Et ce que je voudrais, donc, c'est ce processus chimique, mais sur quelque chose sur lequel je voudrais insister. Je passe mon polymère dans l'extrudeuse, je le passe en température, j'extrais le maximum de choses pendant mon traitement, je remonte la masse molaire, mais en fait, mon polymère, au départ, je ne peux garantir qu'il ne contenait pas de produits qui étaient des produits polluants qui sont restés sur mes paillettes. Ça, je ne peux pas le garantir. Je ne peux pas garantir un lavage parfait. Je ne peux pas garantir non plus qu'ils ne contiennent pas des additifs qui étaient présents. Et pendant ce cycle en température où je le refonds, je forme ce qu'on appelle des niaces, c'est-à-dire des substances qui n'étaient pas intentionnellement additivées au départ dans mon polymère. Et du coup, je me retrouve avec, aujourd'hui, et c'est là que les spectroscopistes et la spectroscopie de masse nous donnent énormément d'éléments, on se retrouve avec des molécules qui sont des molécules, en fait, qui peuvent être potentiellement toxiques. Et ce problématique-là, elle est extrêmement importante. Et c'est, encore une fois, j'insiste sur cet aspect systémique, on a une loi, par exemple la loi AGIEC, qui est une loi dont vous avez tous entendu parler, qui va une nécessité de réutiliser les polymères de l'emballage pour l'emballage, mais on doit tous garantir que ces emballages seront innocents vis-à-vis de l'emballé, de l'aliment, du contenu. Et donc, ça, c'est pas possible, en fait, de pouvoir remettre en face, de garantir en face une innocuité de notre polymère recyclé au contact des aliments. Donc ça pousse à aller vers le recyclage chimique, donc les solutions que je vous ai montrées précédemment. C'est quelque chose d'extrêmement important à avoir en tête. C'est une excellente idée que se dire qu'on va réutiliser les polymères de l'emballage pour refaire des emballages, mais c'est une question technique et donc scientifique qui est très très importante, et on voit toute la complexité en fait du système. Et puis donc je vais terminer en rappelant en fait pas ce triptyque, mais cette marguerite, pour vous dire que le recyclage, ça n'est qu'une des solutions à l'économie circulaire. J'ai essayé de vous montrer à travers un cas des polymères, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps parce qu'il y a des sujets passionnants là-dessus. Le recyclage n'est qu'un des éléments de la circularité, il faut avoir en tête. Donc il y a vraiment des choses à faire dans les autres domaines aussi.
Il y a un problème, une question très importante, je suis content d'avoir des jeunes aussi, c'est l'éducation, c'est la culture scientifique, c'est d'avoir aussi cette connaissance aussi de ces problématiques et des différents niveaux de problématiques. Et en tout cas, puisque je suis dans la maison de la chimie, toutes les voies font intervenir de la chimie, en fait, comme on l'a vu, en tout cas pour les polymères, mais aussi pour les autres types de matériaux. La chimie est partout, quoi, en fait. Voilà. Et je vous remercie de votre attention et je suis désolé d'avoir été un peu trop long. Bien, merci beaucoup, Monsieur Gérard. On va garder les questions pour la fin de la session et je vais passer tout de suite la parole à Jacques Amouroux.